de l'enfance, et là ce soir je vais vous parler de la cause des enfants et des adolescents qui font parmi les grands oubliés de cette grande mascarade. En tant que psychologue et dans mon code de déontologie, on m'a dit que j'étais garante du respect de l'intégrité physique et psychologique des gens que j'accompagne, notamment des enfants. Et donc ça a été assez évident dès le départ de toute cette histoire que je prenne la parole en m'opposant en fait. Parce qu'on fait vivre, et on fait vivre depuis 2 ans, des choses maltraitantes pour nos enfants. Donc j'ai un petit temps, 15 minutes pour moi c'est un gros challenge parce que je suis bavarde, mais je vais essayer de décliner ce que j'ai à vous dire en 3 temps. J'aimerais déjà vous faire une rétrospective de ce qu'on a vécu pendant 2 ans à la hauteur d'un enfant, c'est-à-dire comment un enfant a perçu finalement tout ce qu'on a vécu. Le deuxième temps, j'aimerais vous expliquer, en essayant d'être la plus intelligible et claire possible, les mécanismes psychologiques qui se déroulent chez chacun d'entre nous et qui plus est chez les enfants quand on vit un stress chronique. Et je vous parlerai des conséquences que ça a aujourd'hui sur nos jeunes. Donc ces 2 premières parties ne sont pas très réjouissantes, mais j'aimerais terminer avec une note d'espoir et surtout des conseils et des ouvertures pour aider nos enfants à aller le mieux possible. Donc moi je suis maman de 2 enfants, je suis aussi psychologue et je suis intervenue très rapidement dans les collectifs, notamment l'association des mamans lourdes, le collectif Libertad, pour expliquer ce qui se passait d'un point de vue psychologique. Je rappelle souvent qu'un enfant n'est pas un adulte en miniature comme beaucoup le pensent. Un enfant c'est un être en construction et qui a un système nerveux, un cerveau qui se façonne tout au long de l'enfance et de l'adolescence. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais un cerveau d'un être humain termine sa maturité à l'âge de 24 ans, 24-25 ans. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer pendant cette longue période va façonner le cerveau de l'enfant, va façonner aussi sa personnalité et va avoir des répercussions pour le reste de sa vie. J'aime bien aussi citer cette petite phrase, et je vous dirai juste après de qui elle est. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie. Article 1er de la Constitution de l'OMS. Donc effectivement, notre président, il y a 2 ans, nous a dit qu'on était en guerre. Alors moi, je pense que le virus le plus tueur n'est pas le virus de la Covid, c'est le virus de la peur. Et nous avons effrayé la population, nous avons effrayé nos enfants et aujourd'hui on va le payer. Et il va falloir réparer les dégâts. Donc, en tant qu'être humain, on est tous câblés dans notre système nerveux pour faire face à un stress. Face à un stress, on a 3 réactions principales au niveau de notre biologie, de notre neurobiologie. Soit on va se mettre à combattre le stress. Donc là, on a vu des gens dès mars 2020 qui se sont mis à agir, réagir, se mobiliser pour faire l'école à la maison. Voilà. Il y a eu vraiment une réaction qu'on appelle de combat, d'affrontement face à un stress. La deuxième réaction au stress est une réaction de fuite, d'évitement. Donc on a vu aussi toute une partie de la population qui a préféré couper la télé. Bon, elle n'avait pas trop tort, mais ne pas vouloir en parler, faire comme si c'était pas si grave que ça. Et la troisième réaction au stress, qui est, j'ai envie de dire, la plus dure à vivre, c'est la réaction de soumission. Et par définition, nos enfants, généralement, ne peuvent pas être en mode combat ou fuite, parce qu'un enfant, ça apprend dès le plus jeune âge à obéir, à respecter l'autorité et à faire ce qu'on lui dit de faire. L'école y est pour beaucoup aussi. Mais bon, je ne peux pas trop m'étendre sur le système scolaire. Donc en tout cas, nos enfants nous ont écoutés, ont obéi aux directives, même si elles étaient complètement folles. D'ailleurs, moi qui ai travaillé 12 ans en protection de l'enfance, j'ai très rapidement réagi parce que je retrouvais dans ce qui était demandé à la population et qui faisait à la jeune population, je retrouvais les mêmes mécanismes qu'une famille maltraitante. On a isolé les gens, le confinement. C'est-à-dire qu'on a appris à nos enfants qu'il fallait tout faire. En fait, on leur a prescrit tout ce qui était nocif pour leur bon développement. On leur a dit, tu ne sors pas de chez toi, tu ne fais plus de sport, tu ne vois pas tes copains, tu vas rester assis à regarder, à faire les cours en visio, donc les écrans. Alors qu'avant, on
faisait des campagnes de pub pour éviter les écrans. On leur a prescrit la culpabilisation. Hein, c'est de ta faute. Si tu vas infecter papy et mamie, il faut porter ton masque correctement, alors qu'on sait très bien qu'un enfant, qui plus est un enfant jeune, ne peut pas porter un masque de la bonne manière. Les injonctions paradoxales, c'est-à-dire quand on dit blanc et noir dans la même phrase. Hein, pour ton bien, ne sors plus, ne bouge plus. Tout ce dont un enfant avait besoin a été refusé. Les règles changeantes. Dans les familles maltraitantes, c'est exactement ce qui se passe. Pour faire complètement bugger les gens, eh bien, les personnes changent de règles tous les jours. Je crois qu'il y a un collectif qui m'a expliqué qu'en 2 ans, il y a eu en moyenne un protocole différent par semaine à l'école. Donc les règles changeantes, nous désorganisons en tant qu'adultes, et qui plus est les enfants. Parce qu'un enfant, pour bien se développer, il a besoin d'adultes sécurisants, stables et prévisibles. Donc on imagine bien qu'avec ce qu'on nous a fait vivre en tant qu'adultes, on a tout été sauf sécurisant, prévisible et stable. Les masques, bien évidemment, ça fait 2 ans qu'on a dit à nos enfants qu'il fallait mettre le masque et surtout ne pas l'enlever. Moi, j'ai des dizaines de témoignages d'enfants qui ont pris des heures de colle, des punitions, des remontrances parce qu'ils baissaient un tout petit peu le masque. Dans le collège juste à côté d'où je suis, moi je suis du nord de Lyon, il y a un prof qui scotchait le masque sur le nez des enfants. Et ça, bien sûr, au début, mes collègues ou même mon entourage me disaient « mais toi, tu vois des gens, c'est pas une majorité, mais je peux vous assurer qu'il y a des centaines et des centaines de témoignages de cet ordre-là. Et je pense que les personnes qui font vivre ça aux enfants ne vont pas bien du tout, en fait. Donc, en fait, tout le monde ne va pas bien. Et un adulte qui va mal, qui est dépassé par son stress, va pouvoir, de manière complètement involontaire, être maltraitant pour un enfant. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, les systèmes de stress, fuite, combat ou soumission, ça, c'est, j'ai envie de dire, des mécanismes d'adaptation. Et on est tous programmés pour s'adapter au stress. Mais il faut que ce stress dure peu de temps. Là, aujourd'hui, on est à plus de 2 ans, donc le stress est devenu, comme on dit, chronique. Et quand on est face à un stress aussi long, sans aucun moment de récupération, eh bien, on a notre cerveau et notre corps qui s'épuisent. Et on arrive à ce qu'on appelle un stress dépassé, avec des mécanismes de dissociation qui se mettent en place. Donc la dissociation, c'est quoi? C'est tout simplement quand je me déconnecte de mon corps, de mes sensations et de mes émotions, et je me sens comme un robot qui fait les choses. Je vais au boulot, je m'occupe de mes enfants, mais je ne ressens plus rien. Je ne réagis plus. Je vois bien que mon enfant hurle quand je lui fais faire 10 millions de tests par semaine, mais je n'ai plus la possibilité biologique de réagir. Et donc je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a fait vivre à la population, nous avons beaucoup de parents et d'enseignants qui sont dissociés d'eux-mêmes. Donc c'est un signe de santé mentale qui est inquiétant, qui n'est pas... je veux dire, il y a des choses qu'on peut faire évidemment, mais c'est inquiétant parce que nos enfants ne sont pas protégés comme ils devraient l'être. Je vous avais dit que ce n'était pas très réjouissant. Je suis désolée, je vais essayer de finir un petit peu différemment. Je continue un peu dans ce constat. Aujourd'hui, les chiffres sont sans appel. Et moi, j'ai été vraiment bluffée par le silence de mes confrères et consoeurs psychologues. J'ai été bluffée parce que ça vient bien dire qu'on a beau être psy, si on n'a pas travaillé sur soi, sur ses peurs, on est comme tout le monde et on n'arrive pas à réagir. Parce qu'aujourd'hui, les chiffres sont sans appel. L'an passé, il y a eu plus de 600% d'hospitalisation en psychiatrie à l'hôpital Necker. Il y a eu une étude il y a quelques mois qui est sortie de l'hôpital Robert Debré à Paris qui montre qu'il y a aujourd'hui plus de 299% de tentatives de suicide ou de suicide chez les jeunes de moins de 15 ans par rapport à la période pré-Covid. J'aime bien rappeler ce chiffre terrible de notre histoire, c'est que les vétérans du Vietnam, quand ils sont rentrés du front, les études montrent qu'il y a eu plus de morts par suicide après la guerre que de morts au front. Et aujourd'hui, il y a eu plus de morts par suicide chez nos enfants que de morts du Covid. C'est horrible. Oui, c'est horrible. Et je crois que c'est un très bon signe de santé mentale que de trouver ça horrible. Ça veut dire que vous êtes encore connecté. Ça veut dire que vous n'êtes pas dissocié. Et ça, c'est important de rester ancré, même si ça fait peur, même si c'est horrible. Mais c'est une réalité et il faut qu'on arrive à prendre nos responsabilités. Aujourd'hui, les consultations débordent chez nous. On n'a plus de place. Donc, on met en place d'autres protocoles de groupe, par
Aujourd'hui, les enfants développent des troubles anxieux, des TOC, des phobies, des troubles du comportement alimentaire. Ils font des crises de panique à l'idée de retourner à l'école. Il y a aujourd'hui beaucoup d'enfants qui n'arrivent plus à aller à l'école sans le masque. Il y a eu cette levée, alors il y a beaucoup de gens qui se sont réjouis, et moi aussi la première, même si je savais qu'il allait y avoir une partie de la population, et notamment des enfants, où les symptômes justement allaient exploser, et c'est le cas. Des troubles dépressifs, des enfants qui font des tentatives de suicide ou ont des pensées suicidaires, n'ont plus de perspective d'avenir. Je pense aussi bien évidemment aux étudiants. Les étudiants, pendant le premier confinement, ont été une population extrêmement oubliée. Ces étudiants qui ont besoin de se voir, de faire leurs expériences, on se souvient toutes de nos années étudiantes, et qui n'avaient plus de perspective d'avenir. Et avec cette menace, c'est-à-dire si tu n'écoutes pas, si tu ne fais pas ce qu'on te dit, tu ne pourras plus travailler, tu ne pourras plus faire tes études, tu ne pourras plus voyager. Donc il y a énormément de personnes qui ont consenti à l'injection pour retrouver leur liberté, mais c'est une pseudo-liberté. Voilà, et bien évidemment, en termes de symptômes, on a beaucoup de stress post-traumatique. Donc moi, c'est des choses que je voyais couramment dans ma consultation parce que je suis spécialisée dans cette prise en charge particulière, mais aujourd'hui, on déborde en fait de gens qui vont mal. Voilà, donc avec des symptômes d'évitement, des symptômes des changements dans les pensées, dans les humeurs qui sont très importants. Non, il y en a plein. Juste pour illustrer, j'ai accompagné un jeune garçon de 12 ans, j'avais écrit un article d'ailleurs là-dessus, qui a développé des phobies d'impulsion. Donc une phobie d'impulsion, pour vous expliquer, c'est la peur complètement irrationnelle de faire du mal à ses proches, ou de faire du mal tout court. Et en fait, ce jeune garçon de 12 ans avait une phobie d'impulsion qui était la suivante, c'est qu'il était terrorisé la nuit à l'idée de se réveiller sans s'en rendre compte et d'aller tuer ses parents. Donc en fait, il avait trouvé une stratégie, c'est-à-dire qu'avant avant d'aller se coucher, il fermait la porte et il mettait une grosse armoire devant sa porte pour surtout le protéger lui-même. Et quand j'ai travaillé avec lui en essayant d'explorer ce qui se passait, parce qu'habituellement ce type de signe nous alerte sur une grave maltraitance. Un enfant ne développe pas un trouble aussi grave pour rien. Et cet enfant me disait, mais on m'a tellement dit d'une certaine manière que même si je vais bien et que je suis en pleine forme, je peux tuer les autres, eh bien ça s'est traduit de cette manière-là pour lui en fait. Donc voilà, aujourd'hui il y a des troubles très importants qu'il va falloir réparer, qu'on va devoir prendre en charge. Donc j'en terminerai peut-être ici avec ma présentation pas très réjouissante. C'est toujours de dire qu'il ne faut pas lâcher pour nos enfants et qu'aujourd'hui nos enfants ils ont vraiment besoin d'adultes qui sont connectés à leur corps, qui sont connectés à leur cœur, qui sont connectés à leur tête, et qui vont les aider à rebrancher leur cerveau, à calmer le stress surtout. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir y aller pas à pas avec nos enfants. C'est de ne pas les forcer à enlever le masque, c'est de ne pas les disputer s'ils n'arrivent pas à le faire ou les disputer s'ils ont peur. Parce que là aujourd'hui ils ont des symptômes, et ça c'est important pour moi de dire ça, les symptômes que les enfants ont, ou les adultes d'ailleurs, disproportionnés, sont des symptômes tout à fait normaux et adaptés par rapport à une situation sacrément anormale qu'on a vécue. Ce ne sont pas les réactions psychologiques qui sont anormales, c'est la situation qu'on a vécue. Donc je crois que nos enfants ont profondément besoin qu'on valide leurs émotions, qu'on ne mette pas sous le tapis ce qui s'est passé. Donc moi je fais beaucoup d'interventions auprès du corps enseignant pour leur demander de parler aux enfants, de mettre des mots, ne serait-ce qu'une demi-heure, mais de ne pas mettre sous le tapis, sous prétexte qu'en ce moment, il y a soi-disant pire ailleurs. Parce que ça, c'est terrible de minimiser une souffrance sous prétexte qu'il y a d'autres personnes qui souffrent. Et aujourd'hui, je crois que c'est véritablement important, effectivement, de mettre des mots là-dessus et de ne pas faire comme si tout allait bien. Et voilà, et peut-être mes derniers conseils pour les parents, les enseignants, en tout cas les adultes, c'est de pouvoir peut-être réaliser qu'on est dans une société qui a grandi, on s'est tous forgés avec des règles que j'appelle de domination, des règles de obéis, c'est l'adulte qui commande, tu n'as pas le choix, si on t'a dit ça, c'est qu'il doit avoir de bonnes raisons. Eh bien non. Aujourd'hui, c'est une occasion pour apprendre à nos enfants que c'est pas parce qu'un adulte dit quelque chose, ou un docteur qui dit quelque chose, ou un enseignant qui dit quelque chose qu'il a forcément raison et qu'on doit se soumettre. Et je crois que ça, c'est une grande chance qu'on a, parce que c'est véritablement, je pense, en transmettant
transmettant ces valeurs fondamentales à nos enfants, qu'ils deviendront des adultes qui vont s'inspirer de nous et qui, quand ils verront des choses un petit peu bizarres dans leur futur, ou même quand ils auront des enfants, ils auront leur boussole intérieure, leur alarme qui va leur permettre de dire « là je le sens pas, j'y vais pas ». Voilà. Donc de sortir de cette soumission et de réapprendre à réfléchir, à penser et à remettre en question, même si c'est des personnes en qui on a confiance, qui nous ont dit telle ou telle chose. Voilà, je vous remercie.